Merci beaucoup, Ariane. Merci à tous de vous prêter au jeu de ce séminaire aujourd'hui. On a le privilège et l'honneur d'accueillir un ami, collaborateur de longue date, Jean Miro. Donc, on a aussi le plaisir d'accueillir Mme Sylvie Martel et Mme Julie Lavoie, donc une équipe du tonnerre pour un sujet d'envergure, donc la question de la performance du système de santé et des services sociaux. Donc, le titre de cette conférence aujourd'hui ou de ce séminaire, Performance d'aujourd'hui et besoins de demain, une démarche informationnelle intégrée. Donc, très intéressant comme sujet et comme titre. J'ai bien hâte de voir ce que vont nous révéler nos conférenciers aujourd'hui. Donc, rapidement, Jean Miro, pour ceux qui ne le connaissent pas, je présume que la plupart le connaissent, vice-président adjoint de planification et performance clinique à Santé Québec, Madame Martel, conseillère scientifique, Institut national de santé publique du Québec, et Madame Lavoie, présidente directrice générale adjointe, le CIUS du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Donc, la problématique vise à être capable de réfléchir sur la mesure des besoins populationnels de demain. Donc, comment créer un arrimage à partir des actions d'aujourd'hui pour être capable d'anticiper les besoins de demain. Donc, des exemples vont être présentés. Et donc, sans plus tarder, je laisserai la parole à nos conférenciers et conférencières. Et bon séminaire à tous. Merci de participer aujourd'hui avec nous sur ce séminaire. Monsieur Miro, la parole est à vous. Il restera juste à ouvrir les micros, le moment venu. Excusez, est-ce que vous voyez mon écran? Est-ce que vous voyez en petit ou en grand l'écran de Jean Miro? Si on peut avoir une réponse. En petit. En petit, OK. Là, c'est bon. Oui? C'est bon? Oui. Bien, parfait. C'est bon? Oui, numéro 1. Parfait. Bien, merci. Bien, merci de nous avoir invités. Puis merci à tous les gens qui ont accepté de participer, de couper un peu leur dîner pendant qu'ils mangent, qu'on chauffer leurs choses et peut-être même une petite brassée entre-temps qu'on va essayer de vous intéresser ensemble avec Sylvie et Julie à un sujet qui est fort intéressant, assez peut-être nouveau en termes d'approche. Donc, c'est vraiment de voir comment on est capable de réfléchir aujourd'hui en même temps qu'on fait face aux enjeux de demain. Donc, ce qu'on va essayer de partager avec vous pendant la présentation, c'est donc une vision sur l'importance de définir les actions pour faire face aux défis démographiques. On va aussi démontrer l'importance aussi d'anticiper les besoins populationnels, donc de savoir ce qui s'en vient, puis de déjà ajuster nos actions et explorer avec des exemples. Donc, avec Julie, on va voir ce qui se fait au Saguenay-Lac-Saint-Jean, comment on peut planifier des actions d'amélioration à court terme avec des impacts transformationnels à long terme. Et avec Sylvie, on va être un peu plus sur l'aspect peut-être plus méthodologique, scientifique, là, qui nous permet de faire un peu le passage entre les deux, entre aujourd'hui et de demain, comment on peut faire ça. Donc, un message qui est très récurrent, qu'on voit constamment, c'est l'effet du vieillissement. Donc, si je prends les journaux, là, j'ai reculé en 2010, 2017, j'aurais pu reculer probablement en 99, même avant ça, quand je commençais à pratiquer à l'urgence, en disant, ben, l'urgence, ça déborde parce que c'est à cause des personnes âgées, à cause du vieillissement. Donc, j'ai juste présenté ici, c'est un message qui est récurrent, constant, comme si c'était une surprise année après année. Et on parle aussi des NSA, là, nos lits bloqués pour des soins alternatifs qui sont souvent liés avec des personnes âgées, des personnes en attente d'hébergement. Donc, c'est des liens qu'on répète constamment. Ça, c'est les données des 3 dernières années au Québec. Si on les mettait en ligne, on verrait c'est une progression continue. J'aurais pu sortir probablement la même image de 15 ans. C'était à peu près le même sujet. Donc, c'est quelque chose qui est récurrent. Alors, cette année, dans nos sorties de Santé Québec, on a présenté, exemple, un portrait sur les 75 ans et plus. Donc, on voyait une progression continue là, depuis 2020 jusqu'à 2024-2025. Donc, on pourrait évidemment se demander ici, c'est que l'impact démographique, c'est une réalité qui date peut-être pas d'hier, c'est présent. Vous avez montré quelques exemples. Donc, on devrait vraiment commencer à se questionner au-delà des données historiques. C'est important de savoir ce qui s'en vient dans le futur. Donc, c'est quoi la volumétrie? Puis, quelles sont les stratégies pour pouvoir
y faire face. Comment on identifie les tendances, le choix des actions, les impacts des actions au niveau territorial ou national, c'est ce qu'on va couvrir aujourd'hui. Puis est-ce que nos cibles, est-ce que ce qu'on fait aujourd'hui, est-ce que nos actions qu'on fait aujourd'hui, elles sont compatibles avec la volumétrie qui s'en vient, donc annuellement, mais par exemple dans les 10 prochaines années. Donc, c'est ces aspects-là qu'on veut couvrir quand on parle d'actions d'aujourd'hui avec un impact là, dans le futur. Donc, c'est des grandes lignes. Et ici, je passe la parole à Sylvie, qui va nous expliquer un peu plus l'aspect plus théorique, scientifique autour de la projection. Et j'arrête le partage et Sylvie va prendre le relais. Est-ce que vous voyez mon écran, la présentation? Oui. Oui, en mode en diaporama, oui. Non. Alors, Non, on n'a pas le bon écran. Là, on a l'écran où on voit. maintenant, C'est parfait. excellent. Alors, merci à M. Miro d'abord de nous laisser l'opportunité de vous présenter ce qu'on fait en santé publique. En santé publique, on comprend l'importance de voir venir et en fait, c'est plus que ça, c'est un mandat légal dans la loi de santé publique d'élaborer des scénarios prospectifs de l'état de santé. On les traduit peu à peu en action en incluant des projections dans nos productions, qu'elles soient de niveau national ou régional lorsque c'est possible. On a des premiers exemples qui ont été faits, notamment avec le dernier rapport du Dr Boileau, celui de 2024, dans lequel on a inclus des projections des personnes de 65 ans et plus atteintes de multimorbidité. Voilà. Et aussi des nouveaux cas de cancer et des personnes de 65 ans et plus atteintes de troubles neurocognitifs. Vous avez vu défiler les graphiques à l'écran. La tendance est non seulement à l'augmentation, mais on observe aussi une tendance possible d'accélération de cette augmentation qui est probablement due au vieillissement qui est déjà en cours. On a différents exemples de l'utilité des projections. Je vous en présente ici. En santé publique, on a la chance de disposer de longues séries de données historiques, que ce soit pour la mortalité, les hospitalisations, les maladies chroniques. Malheureusement, on reçoit ces données-là dans un délai de 3 à 5 ans. Alors, un graphique ici de 2023 pour laquelle la donnée la plus récente était 2020. On utilise les projections pour actualiser nos données et aussi voir venir la tendance possible qui serait à anticiper. Un autre exemple, donc on possède de longues séries de données qu'on peut illustrer et ensuite on fixe un temps zéro et on projette à partir de là, par exemple, le scénario si la tendance se maintient. Donc, si toutes les interventions, tout ce qu'on fait comme action se poursuit, si la structure de la population, la société, les comportements continuent comme on les observe présentement, voici ce qui est attendu. Et déjà là, j'aurais le goût de lever une petite sonnette d'alarme. On peut le faire pour des prévalences de maladies chroniques, des hospitalisations, des taux d'occupation de lit. Quand on a une tendance à l'augmentation qui est très forte depuis plusieurs années, cette tendance-là va se poursuivre. Alors, il est important de continuer d'agir et on ne peut pas lâcher les efforts parce que si on les lâche, en fait, cette tendance pourrait s'accélérer. Il est donc important de faire quelque chose de plus. Et cette tendance-là, elle est tellement forte dans l'exemple que vous voyez qu'en fait, on pourrait ralentir la tendance à l'augmentation, peut-être la stabiliser, mais on ne pourra pas l'infléchir probablement. Et les efforts qu'on devra investir augmenteront au fur et à mesure que ça nous prendra du temps à mettre de plus en plus d'interventions en place. Il est important d'agir donc le plus rapidement possible et c'est ce qu'on essaie de faire, nous, en santé publique avec la prévention, mais c'est ce qu'on peut faire aussi en mettant d'autres interventions en place. Et juste pour vous illustrer, si on voulait maintenir une prévalence stable à partir du temps T0, l'importance de l'effort qui serait à investir est très important, donc est importante. Un autre avantage des projections en santé publique, c'est qu'on peut voir, M. Miro parlait du vieillissement de la population, il est là, il va se poursuivre. On est capable de prendre nos tendances qu'on anticipe et de les décomposer dans un effet démographique, donc où on aura le vieillissement, où on pourra observer les changements dans la structure d'âge et dans la taille de la population et qui constitue le futur auquel on doit se préparer, auquel on va faire face. Et il nous reste un tout petit effet modifiable sur lequel on peut essayer de jouer pour diminuer notre tendance à l'augmentation. Et c'est ce qui nous intéresse, nous, beaucoup en santé publique. Donc, l'effet
auquel on doit se préparer quand on veut planifier nos ressources et l'effet sur lequel on peut agir. Et on a à ce moment-là notre effort qu'on peut investir. Évidemment, l'intérêt, c'est au fur et à mesure que nos données observées deviennent disponibles, c'est de les mettre sur ce graphique-là et de voir est-ce que les décisions qu'on a prises au temps T0 ont eu un impact sur la tendance qu'on avait projetée à l'origine. Alors, on peut déjà voir comment ça évoluerait dans le temps. C'est une autre façon d'utiliser les projections. Je termine avec un autre exemple. Il y en a tout plein. On en a choisi quelques-uns avec M. Miro. On peut tout à fait cartographier la situation actuelle, mais aussi des projections. Ces projections-là sont dans un horizon de 2030, 50 et 80 pour voir des besoins, des risques qui s'étendent, des besoins qui deviennent plus présents, des maladies chroniques qui deviennent plus importantes. Et on peut le faire pour différents types de scénarios. En santé publique, on est chanceux, on dispose d'un petit utilitaire qui nous permet de voir les scénarios rapidement optimistes, pessimistes et neutres. Alors, on veut continuer de rendre cet utilitaire-là disponible pour nos collègues en santé publique et les outiller à produire de plus en plus les projections pour différents indicateurs de santé afin que le plus grand nombre puisse les utiliser pour mieux planifier. Je repasse la parole à M. Miro. Juste, je suis comme dans la présentation. Donc, ce que je veux peut-être qu'on se rappelle, parce que ça va servir dans le reste de la présentation, surtout avec l'expérience de ce qui est faux Saguenay, c'est toute la modélisation puis l'exemple des tendances que Sylvie a présenté, juste d'avoir ça à l'esprit, parce qu'on a parlé de projection, hein, on a parlé d'être capable de mesurer l'effet des actions. Donc, tout à l'heure, on va le voir de façon concrète, ce que ça signifie. C'est pour ça qu'on a fait une combinaison un peu plus scientifique, modélisation au départ, pour en arriver à mieux comprendre certains modèles. Si je prends donc actuellement des données que l'on connaît en termes d'effets, en termes de données démographiques, ça, c'est des travaux qui ont été faits dans le cadre de la transition à Santé Québec dans un chantier sur le vieillissement. Donc, on a ici des données qui démontrent sur le plan démographique la variation de la population de 75 ans et plus au Québec dans l'horizon 24-34. Donc, on voit que 47,4 % de l'augmentation de la proportion de la population. Si on ramène ça par année, ça correspond en moyenne à 4,7 %. Donc, l'effet du vieillissement chaque hiver, on dit à chaque hiver, c'est l'effet du vieillissement, mais c'est 4,7 % en moyenne au Québec qui s'en vient pour les 10 prochaines années. Mais on voit clairement aussi que cet effet-là, hein, entre les régions du Québec, est très, très varié. Donc, on a des niveaux à 62,7 % dans les Laurentides, par exemple. On a des niveaux un peu plus bas dans d'autres régions. Donc, on prend, par exemple, Montréal, 28,8 %. Donc, ce que ça nous démontre, ça, c'est que l'impact local, l'impact qui va se produire dans chaque RLS, qu'on pourrait prendre même à l'impact régional et RLS, que ces impacts-là vont être différents sur l'utilisation des ressources, que ce soit lié, soit en domicile, et l'urgence, et ainsi de suite. Donc, on a déjà une idée qui s'en vient quelque chose d'un peu différent, même si globalement, on a la lecture, on voit que la variation, elle est différente. Si on regarde au niveau des 85 ans et plus, mais c'est un peu la même chose, on a l'ensemble du Québec là, à la 4e ligne là, en inférieur, mais on voit clairement des variations également à l'intérieur des régions. Donc, le poids démographique sur les ressources est déjà connu. On sait ce qui s'en vient. On le sait évidemment par année, parce qu'on ramenait ça par année. Et on sait qu'actuellement, dans les données, que 2 tiers des personnes de 85 ans en plus ont plus que 3 maladies chroniques. Donc, on a vraiment le poids de la morbidité qui est associé. Là, on parle juste de vieillissement, mais on n'a pas nécessairement parlé des comorbidités qui sont sous-jacentes. L'autre chose qu'on sait aussi à partir des données des travaux, c'est qu'actuellement, si on regarde le nombre d'hospitalisations en soins physiques de courte durée, on a quand même un pic là, autour des 75-79 ans. Donc, on peut en faire vieillir cette cohorte-là. Donc, on peut imaginer que la vague va se déplacer vers la droite. Si on prend le profil qu'on a vu tout à l'heure, donc ça en vient dans le futur l'effet du vieillissement sur les hospitalisations dans nos organisations. Sur le plan des ressources, il y a eu des travaux qui ont été faits pour la commissaire en santé, qui ont été faits par le groupe de recherche là, qui était sous la direction de Pierre-Carl Michaud, donc la projection des impacts de soutien à domicile au Québec. Je suggère
vraiment, c'était très intéressant à lire. Et j'ai juste sorti un tableau qui démontrait l'impact des usagers dans les prochaines années, 23-40, mais 23-30, 30-40, sur certaines ressources. Et je vais même mettre un petit peu l'emphase sur le volet CHSLD. Donc, selon les travaux en cours, toutes choses étant égales, mais on s'attend à ce qu'on a un requis qui serait de l'ordre de 42 500 places à construire en CHSLD ou en maison des aînés d'ici 2040. Ça signifie doubler la capacité d'accueil. Hein, et on peut dire que c'est presque inimaginable de penser que ça peut être possible, mais on voit là, donc, l'impact de la démographie. Ce qu'on va avoir dans la prochaine section, c'est comment on peut endiguer cet impact-là. Donc, qui est l'idée du séminaire d'aujourd'hui. J'ai des actions aujourd'hui. Je sais le futur parce que je l'ai vu avec certains exemples. Comment je peux tenter de modifier avec des actions actuelles. Donc, je vais passer la parole à Julie Lavoie. Merci beaucoup, Dr. Miro. Je vais partager mon écran à mon tour. Partager. Donc, je vais me mettre en plein écran. Et voilà. Donc, merci beaucoup. L'historique de la démarche qu'on a fait au Saguenay-Lac-Saint-Jean pendant la pandémie, on s'est rendu compte que les données qu'on avait, notre nombre de cas en hospitalisation, nos décès, nos éclosions étaient difficiles à trouver, peu fiables, inconstantes. Donc, ce qu'on s'est dit comme établissement, c'est qu'il faut avoir notre donnée pertinente, nettoyée, structurée. On a créé nos lacs de données. Concrètement, je vous dirais pour les gens du réseau de la santé, Vous ce que n'êtes ça pas veut en plein dire. écran. Je ne suis pas en plein écran. Non. Non, effectivement. Paramètres, affichage en haut. Mode présentation. Je pense qu'il y a moyen. Paramètres, affichage. J'ai légendé. Une petite pof d'anxiété. C'est normal. Je vais me réessayer. Paramètres d'affichage. Ça, c'est correct. C'est l'écran partagé. Vous partagez les diaporamas avec notes. Normalement, Faites vous avez basculer. vous avez la souris au bon endroit. Si vous cliquez, hop, ça, je ne suis pas certaine. Basculer entre le mode présentateur et diaporama. Voilà. En tout cas, vous avez fait la bonne chose. Donc, est-ce que c'est mieux comme ça? C'est parfait. Merci beaucoup. Donc, désolé. Donc, je disais qu'on a créé nos lacs de données comme organisation et ça nous a permis, là, pour les gens du réseau de la santé, nos lacs de données, première chose qu'on a faite, on a mis ensemble nos 6 logiciels ADT, donc admission, départ, transfert. Donc, ça nous a permis d'avoir notre premier lac de données. Ça nous a permis, du même coup, d'avoir notre centre régional de soutien aux opérations. Qu'est-ce que c'est pour nous? C'est ce que certains appellent là, le centre de commandement, mais on l'a créé dans une région pour 6 centres hospitaliers d'un bout à l'autre de notre région. Juste pour les gens là, qui connaissent peut-être pas beaucoup le Saguenay-Lac-Saint-Jean, d'un bout à l'autre, ça veut dire à peu près 2 heures et demie de route là, entre chacune des extrémités de notre région. Ce que ça nous permet, on a notre portrait régional de nos indicateurs. Ça nous permet de suivre en temps réel des données valides, en proximité, démocratisées. Donc, tous les gestionnaires, tous les professionnels peuvent avoir ces données-là sur leur téléphone cellulaire, sur leur ordinateur. Ça nous a permis d'analyser nos tendances, puis par la suite de projeter des actions à réaliser, justement, comme le disait Dr. Miro tout à l'heure, pour nous permettre de faire face au vieillissement. Donc, Dr. Miro l'a dit tantôt dans sa présentation, notre tendance dans la région est également au vieillissement. Donc, vous comprenez que, puis vous l'avez vu là, dans les pourcentages, puis vous allez le voir tout à l'heure, on a une région qui est vieillissante plus tôt que l'ensemble du Québec. Donc, ce qu'on voulait voir, c'est quoi nos besoins en lit d'hébergement et de courte durée pour les personnes âgées dans notre région dans les 15-20 prochaines années, mais aussi voir c'est quoi cet impact du vieillissement-là sur notre population active comme région, parce que qui dit population vieillissante dit diminution de la population active. Je vous amène ici et je vous permets là, de regarder à peu près 2025, donc où nous sommes actuellement. Ligne bleue ici, l'ensemble du Québec. Donc, on voit que l'ensemble du Québec au niveau du vieillissement populationnel est quelque part, je vous dirais, environ à une dizaine de pourcents, je m'excuse, de la population de 75 ans et plus. Moi, comme région, ligne bleue foncée, je suis déjà à 12%. Ici, en ligne orangée, un territoire qui s'appelle le territoire de Maria-Chapdelaine, donc le territoire de Dolbeau, à l'extrême nord du Saguenay-Lac-Saint-Jean, donc déjà 13%. Vous voyez que Dolbeau est au niveau des 75 ans et plus,
où le Québec sera dans 15 ans. Donc, on a déjà atteint comme région le même pourcentage des gens de 75 ans et plus que l'ensemble du Québec dans 15 ans. Vous voyez où Dolbeau et où ma région sera dans 15 ans. Donc, vous comprenez que j'aurai une population vieillissante beaucoup plus élevée que l'ensemble du Québec. En Pointillé, population active, donc population de 55 ans, entre 15 et 55 ans, qui peut, dans le fond, donner des bras là, dans l'ensemble du réseau, entre autres. Donc, ligne Pointillé ici, le Québec, ligne bleu foncé, ma région et le territoire de Maria-Chapdelaine. Donc, vous voyez que déjà, le territoire et la région est de beaucoup plus bas que ce que le Québec va atteindre dans les prochaines années. Vous comprenez qu'avec ce constat-là, on doit faire quelque chose comme région pour ne pas frapper le mur qu'on se parlait tout à l'heure. Donc, en hébergement, ça nous a permis, et vous allez remarquer que j'ai exactement les mêmes données que Dr Miro avait de façon théorique. Donc, j'ai pris les données de ma région, on les a projetées avec le vieillissement populationnel. Vous voyez qu'en ressources intermédiaires, dans les 15 prochaines années, on augmente de 421 lits et en CHSLD MDA-MA de 1969 lits. Donc, on parle d'une augmentation sur 15 ans de 3 fois les besoins dans chacun des axes. C'est exactement les mêmes pourcentages que la recherche que Dr Miro nous parlait tout à l'heure. Ce qu'on s'est dit, bien, on s'est dit on ne peut pas rester là. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire comme région? Bien, des actions structurantes, déployer la gériatrie sociale pour nous permettre justement d'influencer positivement l'état de santé, supporter les proches aidants et aussi favoriser le maintien à domicile. Concrètement, on suit 2 indicateurs et on veut augmenter l'âge d'admission en CHSLD d'1 an. Donc, si on est capable d'atteindre cette cible-là, donc de passer de 75 à 76 ans pour l'âge moyen d'admission en CHSLD, je vais sauver, je le mets entre guillemets, 177 lits d'ici 15 ans. Donc, vous comprenez que c'est énorme pour ma région. Et si je m'assure que 90% des admissions ont un profil entre 10 et 14, donc la clientèle ciblée pour les CHSLD, on parle d'une économie de 115 lits. Au quotidien, je suis capable de suivre ces indicateurs-là. Je vous donne un exemple ici. On voit dans le secteur d'Alma, 3 CHSLD, mes profils. Puis là, je suis très transparente. Vous voyez que j'ai des données qui ne sont pas très belles, mais ce n'est pas grave. Au moins, je les ai, je suis capable de les suivre. Donc, j'ai uniquement 33% dans ce CHSLD-là de gens qui ont 85 ans et plus. Donc, il faut vraiment que je vienne me questionner sur ces admissions-là. Même chose pour le CHSLD de Métabetchouan, où j'ai uniquement 25% de 85 ans et plus. On fait la même chose. Donc, ça, c'est en temps réel. Ça nous permet de suivre nos données. Ça nous permet de se voir aller. Voilà de CHSLD. Par la suite, on a fait exactement la même projection dans nos lits de courte durée, donc les centres hospitaliers. On a évalué le taux de consommation actuel de la population de ma région en fonction de leur âge et du nombre de lits occupés, et on s'est projeté sur les 20 prochaines années. Ici, on s'est donné comme cible en se disant, dans la courbe actuelle, donc qui est là, le nombre, excusez-moi, la bleu foncé, qui est le nombre de lits, on s'est dit, bien, il faut évaluer parce que dans les bonnes pratiques, on se dit que c'est à peu près un 85% de taux d'occupation. Donc, vous voyez que je dépasse amplement ma capacité qui est la ligne rose. Ce qu'on s'est donné comme objectif, diminuons de 7% notre durée moyenne de séjour, donc le temps que je conserve hospitaliser les gens dans mes lits de courte durée. Donc, sur 7 jours, ça veut dire une cible de 12 heures. Et si j'y parviens, ben, je vais avoir la ligne bleue foncée ici. Donc, dans les 20 prochaines années, je vais y arriver. C'est pas simple, puis on ne réussit pas à toutes les périodes, mais on est quand même, c'est notre cible dans la région. Je vous donne un exemple de ce suivi-là. Vous voyez ici mes données de durée moyenne de séjour. Ma dernière période, avril dernier, petit point rose ici, 15,2 jours d'hospitalisation. On ne l'a vraiment pas eu dans cette période-là. Ce n'est pas grave, on est quand même capable de voir, là, avec la ligne orangée de la dernière année, une certaine tendance à la baisse. Donc, ça nous permet de suivre nos indicateurs, de se projeter, puis d'être capable d'agir, puis d'agir sur des situations très concrètes. On a fait la même chose au niveau de notre portrait des ressources humaines. Vous l'avez vu tantôt, population active qui est en déclin. Donc, qu'est-ce que ça nous a permis de faire? Ça nous permet d'avoir le portrait dans nos réseaux locaux les plus en difficulté, de collaborer de façon plus proactive avec nos maisons d'enseignement,
puis aussi d'avoir de l'organisation de travail plus agile pour nos jeunes générations, entre autres des horaires 7-7 qui sont dans des secteurs complètement atypiques comme le travail social ou les éducateurs spécialisés. Donc, c'est des façons pour nous de faire face au déclin populationnel. Je vous donne un autre exemple ici là, du suivi des indicateurs qu'on fait pour justement se projeter par réseau local, les infirmières, les candidates à l'exercice de la profession infirmière dans chacun de mes réseaux avec chacun des types d'emplois. Donc, je suis capable de suivre en temps réel les étudiants que j'aurai l'été prochain, donc dans les prochaines semaines qui arrivent dans mon organisation, par type d'emploi, par réseau local. Donc, ça me permet de suivre mes indicateurs et de me voir venir et d'ajuster mon offre de service en conséquence. Donc, en conclusion, pour nous comme région, cette gestion-là de la donnée nous permet en temps réel d'ajuster maintenant pour demain nos actions pour justement être capable de faire face au portrait de vieillissement populationnel qui est accéléré. Et je vous dirais, je suis 10 ans en avant du Québec. Donc, il faut vraiment que présentement, je fasse les actions pour être capable, dans 10 ans, de répondre aux besoins populationnels de ma région. Ça ferait le tour pour moi, Dr. Miro. Parfait, merci. Je vais reprendre. On a vraiment des petits plaisirs de screen. Parfait. Donc, comme je disais tout à l'heure, dans le fond, vous avez vu un exemple là, qui est vraiment très patent d'avoir projeté, hein, dans le fond, d'avoir modélisé les cibles compte tenu déjà des impacts à venir. Donc, tantôt, quand Sylvie a présenté, on expliquait comment l'importance de modéliser. Il y avait aussi le modèle de l'animation qu'elle a fait, le permis de dire, bien, il y a des actions qu'on fait, il faut mesurer en continu. Donc, c'est ce qu'on voit qui a été présenté. Donc, on a déjà identifié des actions déterminantes qu'il faut faire aujourd'hui. Donc, par exemple, si la durée de séjour restait élevée, que Julie a présenté tantôt dans un territoire, mais on n'arrivera pas. On n'arrivera pas à la cible qu'on voyait en termes de lits. Donc, c'est important. Puis l'autre aspect aussi qui a été démontré, que Julie n'a pas expliqué, mais qu'elle m'avait parlé, c'est quand les évaluations qui étaient faites pour les orientations CHSLD, qui ont constaté rapidement qu'il y avait des variations de pratique dans la région et que cette variation-là de pratique pouvait exagérer le requis en lit aujourd'hui. Donc, il y a eu une variation de pratique qui a été travaillée. Donc, simultanément, les actions actuelles d'avoir réduit la variation de pratique, on pourrait la mettre en les durées de séjour pareil, mais c'est un requis pour être capable d'introduire des cibles quotidiennes qui, elles, vont avoir un impact sur le long terme. Donc, l'importance de réduire les variations. L'autre, la vision qui intègre le développement des ressources humaines. Donc, il n'y a pas juste un élément, il y a plusieurs éléments. Puis aussi de bien découper les régions. Donc, on a découpé les RLS parce que Dolbeau a un pattern, mais Alma va en avoir un autre, puis Chicoutimi en a un autre. Donc, l'importance d'avoir inséré tout ça. Sauf qu'on parle depuis le début quand même de juste une chose qui est l'effet vieillissement. Derrière le vieillissement, il y a de la morbidité. Donc, ce qu'on a parlé à date, c'est plus en termes de ressources lourdes, en termes de durée de séjour, mais on n'a pas touché ce que ça implique derrière. Donc, il y a un travail qui a été fait, puis peut-être qu'il y a des travaux qui ont été faits au Québec, je ne les ai pas tous vus, là, mais il y a une démarche qui a été faite en Angleterre, c'est une démarche qui a été faite aussi en Ontario, là, appuyée sur un modèle anglais, c'était de faire vieillir les maladies. Donc, un peu ce que présentait aussi Sylvie tout à l'heure. Donc, l'Ontario ont pris 18 ans de données sur l'utilisation de principales maladies dans les milieux hospitaliers. Ils font vieillir la maladie pour dire il va arriver quoi dans les prochaines années. Donc, le travail a été fait en prenant les données pour les projeter jusqu'en 2040. Donc, ça, et on voit clairement, évidemment, là, on peut avoir une idée en voyant ça, par exemple, que j'ai de la maladie pulmonaire qui va arriver, j'ai de la démence qui va augmenter. Donc, je peux déjà penser en termes de ressources hospitalières, services à mettre en place dans la communauté, ce que je vais devoir mettre en place, puis aussi peut-être mettre en place en amont pour éviter, parce que ça, je gère un peu ce qui est déjà présent. Donc, et le travail a été fait aussi de le ramener par année, par région. Donc, un peu le même modèle tantôt qu'on a vu du demande de séjour ou de lit, mais tout ça a été refait par territoire. Une autre façon de présenter les données aussi qui émerge actuellement, ça c'est une approche anglaise, et puis ça a déjà été fait au Saguenay, puis peut-être ailleurs, là, mais c'est de prendre les maladies chroniques puis voir la composante en comorbidité.
Donc, j'ai combien de patients asthmatiques ou à de la fibrillation auriculaire ou du cancer, mais qui ont aussi autre chose. Parce que l'autre chose, hein, c'est d'autres conditions cliniques que je dois prendre en charge simultanément aujourd'hui parce que ça fait partie du profil clinique de la population. Donc, c'est une façon de découper l'information qui nous permet d'ajuster notre offre de services à mettre en place. Donc, si je faisais un peu le sommaire d'idées qui émergent actuellement sur le sujet, parce qu'il y a des gens qui réfléchissent aussi là, dans d'autres juridictions. Donc, ce qui sort un peu en termes d'idées. Je synthétise pour rester à l'intérieur du temps. Donc, on voit vraiment l'essentiel d'avoir une connaissance des besoins populationnels. Qu'est-ce qui s'en vient en avant de nous? Essentiel d'avoir de la prévisibilité sur les impacts aussi. Donc, comme on a vu tout à l'heure, donc c'est quoi les cibles, c'est quoi la modélisation que je dois commencer à réfléchir et à mettre en place pour être capable de faire face graduellement au poids de certains indicateurs sur mes ressources. Le fardeau important, évidemment, des maladies, on a vu tout à l'heure, une maladie, 2 maladies, 3, c'est une pression continue. Donc, comment je fais face, comment je l'identifie? On sait qu'il y a de nombreuses maladies qui peuvent être gérées en dehors. Donc, c'est toute la transformation vers la première ligne qu'il faut commencer à réfléchir assez rapidement parce qu'on sait ce qui s'en vient si on ne le fait pas. Donc, il y a une notion aussi de vélocité de transformation et aussi d'avoir des soutiens appropriés, des investissements dans la prévention des maladies. C'est pas juste de le dire, c'est vraiment de le faire et aussi aller sur des détections plus rapides. Donc, ici, on parle de conditions qui sont déjà présentes, mais comment on peut être plus rapide dans la détection puis le traitement précoce et continu pour avoir un effet sur la pression subséquente sur le système hospitalier. Tantôt, Julie faisait la projection, dans le fond, de la durée moyenne de séjour, qu'il faut qu'il soit un certain chiffre pour éviter la pression sur les lits. Mais en amont, on pourrait dire, oui, est-ce qu'on peut éviter cette présence-là dans les 5, 6, 10 prochaines années pour réduire encore plus la pression sur ou contrôler à tout le moins la prévention. Donc, ce qui ressort aussi comme stratégie actuellement dans la littérature, puis en 40 minutes, on ne peut pas tout faire de détails, vous comprendrez, c'est de s'assurer qu'il y a des stratégies de prévention des maladies qui sont plus ambitieuses, plus rapides. Ce qui s'y ressort aussi des documents de l'Ontario, de l'Angleterre ou même nous, c'est comment on doit faire et plus vite pour améliorer la santé de la population en sachant ce qui s'en vient, y compris les approches populationnelles de prévention ou de soutien individuel. Donc, toute la logique des grands consommateurs, disease management, comment on insère ça dans une démarche en même temps qu'on a l'approche populationnelle et qu'on mesure simultanément tout ça. Donc, ça veut dire planifier la prévention et la promotion en même temps qu'on fait nos actions. Fait comment on passe d'un curatif vers une prévention, une promotion. Ça fait partie de ce qui ressort actuellement, ce que les Anglais regardent aussi actuellement. Il y a tout le volet aussi, évidemment, des inégalités dans la santé, donc les tendances des maladies chroniques ne sont pas nécessairement senties de la même façon entre les populations. Donc, ça suppose une approche encore plus ciblée des soins communautaires, pas adressée. Évidemment, on parle de la santé. La santé n'est pas la seule acteur dans la transformation de la santé de la population. Il y a tout l'impact des déterminants sociaux et structurels de la santé sur lesquels on doit s'y référer. Et ce qui nous amène tranquillement à d'autres réflexions qu'on a actuellement à Santé Québec, c'est un peu une approche qu'on parle un peu plus de prévention, de prévention de précision, d'un peu de santé publique de précision, puisqu'on doit de plus en plus cibler nos populations, de plus en plus mieux connaître nos variations en termes d'évolution de l'impact de l'âge. On a vu tout à l'heure l'impact des 75 ans n'est pas le même, l'impact des 85 n'est pas le même. Julie nous présentait l'impact à Dolbeau est différent aussi, probablement des autres. Donc, cette importance-là d'être capable de bien différencier la démographie et aussi les maladies chroniques et les comorbidités, comme je présentais tantôt l'exemple du portrait là, des comorbidités. Donc, c'est important d'être de plus en plus focusé sur la capacité d'analyse. Évidemment, organiser aussi les services en fonction des besoins exprimés, mais aussi non exprimés, donc peut-être les trous de service ou les trous de besoins identifiés. De développer une logique d'indicateurs de suivi plus populationnel et maladies chroniques. Ce qu'on a vu avec le CIUS, on est peut-être plus populationnel, on n'est pas encore maladie chronique, hein, qui est probablement ce qui doit être en dessous. Évidemment, travailler avec les terminaux de la santé, avec les autres partenaires, toute l'approche de proximité qui est dans la loi de Santé Québec, qui est toute l'approche de plus en plus de mobiliser dans les communautés, dans le design des meilleures organisations de services et de soins, engager la communauté comme le CIUS le fait. On l'a vu tantôt dans les modèles de mobilisation des populations.
et la contribution de la santé publique dans la conception des trajectoires. Alors, ce qu'on voit actuellement, c'est d'être capable de bien connaître ce qui s'en vient. Donc, c'est une démarche qui est au-dessus de ce qu'on a fait peut-être actuellement comme approche. Et finalement, d'autres idées qui ressortent. Puis là, c'est intéressant parce que dans la littérature actuelle, que ce soit le reste du Canada, que ce soit du côté américain, du côté britannique, mais on parle beaucoup d'intégration. On dit l'une des façons de s'améliorer, c'est d'intégrer le système. Puis là, on parle d'intégration qui a des bénéfices à long terme. On parle que c'est la base pour améliorer les services et puis à faire un pilotage populationnel. Mais nous, on est déjà dans une intégration de soins-services à très, très haut niveau par rapport à d'autres juridictions, même canadiennes. Donc, on est déjà dans une capacité de faire cette transformation-là plus rapide en termes de structure. Bien, ça suppose une cartographie. On était assez simple, là, dynamique, mais à plusieurs dimensions. Il y a plusieurs travaux qui se font. Capitale nationale, on fait des travaux. Il y en a sûrement plein d'autres dans le Québec, mais pour la présentation, on a retenu certaines dimensions seulement où on va à la limite des dimensions différentes, socio-économiques, d'autres paramètres là, dans l'analyse pour bien comprendre des facteurs sous-jacents aux situations actuelles. Donc, on a vraiment besoin d'aller un peu plus profondément. Et aussi réfléchir, là, on a présenté le portrait d'aujourd'hui, puis là, on a mis des éléments. Mais, par exemple, j'ai là présenté certains éléments relativement sommaires ou simples, si on veut, en termes de façon de travailler, mais il faut penser à des solutions créatives, tout le volet des technologies de l'information qui nous permettrait probablement de mieux gérer la demande. Je pense, par exemple, aux hôpitaux à domicile. Il y a des juridictions qui pensent qu'on pourrait même atteindre plus que 20-30 % des hospitalisations d'aujourd'hui dans l'hôpital à domicile, qui est tout un changement de cap, mais évidemment qui permet de contrôler la pression sur nos ressources futures. Si toute chose étant égale, là, on garde les mêmes tendances. Et si je voulais juste un peu imager de façon très, très simple, dans le fond, de ce qu'on parle, c'est d'être capable de mettre tranquillement où sont nos personnes, où sont nos maladies, sont capables d'avoir un portrait un petit peu plus détaillé, puis où sont nos services, puis comment on ajuste nos services en fonction de nos problèmes actuels, puis si on met en place des actions, mais ces actions-là, qu'on puisse mesurer l'impact continuellement et qui est essentiellement le thème d'aujourd'hui qu'on voulait couvrir, c'est d'être capable de prendre des actions aujourd'hui pour être capable de répondre tranquillement, de façon structurée aux besoins de demain qui, eux, sont connus. Donc, l'importance de synchroniser, moi, si je termine, de synchroniser les orientations aujourd'hui, des actions à court terme qui, elles, seront transformationnelles. Puis c'est exactement l'exemple qu'on a présenté aujourd'hui, c'est d'être capable de combiner les deux simultanément. Donc, je vous remercie de votre attention et nous sommes disponibles à des questions. Merci. Donc, effectivement, on va permettre les questions, ouvrir la période de questions. Je vous invite à lever votre main virtuellement ou encore à écrire vos questions dans le clavardage. De cette façon, on va pouvoir passer les questions équitablement le plus possible entre le clavardage et les gens qui s'adressent directement aux conférenciers. Donc, pour Puis on est l'instant, resté au niveau en comprend que le temps qu'on avait, on est resté. je peux peut-être briser la glace avec une première question. Donc, j'ai toujours des préoccupations en matière de gestion du changement, de gestion de la donnée. Si on regarde l'exemple des données qui ont été utilisées au Saguenay, j'aimerais bien savoir de quelle façon est-ce que ces données-là ont été utilisées. Donc, c'est-à-dire avec qui, de quelle façon vous avez réfléchi à ce que ça allait donner comme impact pour l'ajustement de l'offre de service. Donc, comment on travaille avec des données comme celles-là quand on les a? Bien, écoutez, concrètement, je vous dirais, on a beaucoup travaillé dès le début sur voir la donnée et ne rien faire avec. Parce que ce qu'on voulait, c'était éviter justement de partir et d'écraser des orteils. Donc, on voulait vraiment y aller de façon à s'approprier la donnée, que les gens, puis que notre donnée soit fiable. Parce que l'être humain étant ce qu'il est, dès qu'on a de la donnée, la première réaction, c'est de dire ta donnée n'est pas bonne. Donc, on s'est assuré que notre donnée était valide. On l'a validée auprès de plusieurs publics. On a fait plusieurs validation avant de l'utiliser. On s'est assuré également qu'on était dans je dirais, un climat de sécurité psychologique dans notre organisation pour utiliser cette donnée-là
aussi, pour s'assurer que nos gestionnaires, nos cliniciens, l'objectif n'étant pas de punir, n'étant pas de critiquer, mais beaucoup plus dans une vision prospective, beaucoup plus dans accompagner notre terrain en proximité, en gestion matricielle de proximité. Donc, vraiment on n'a pas fait le centre régional, puis après ça, faire la proximité. On a commencé par nos données de proximité pour que les unités aient leurs données, leurs choses à eux. Donc, ça a permis justement de développer je dirais, la sécurité ou la confiance dans nos données. Aujourd'hui, ça fait à peu près, je vous dirais, 1 an et demi, il n'y a plus personne qui s'obstine sur la qualité de la donnée. Donc, les gens savent que ce qui est là, c'est de la bonne information, puis ils savent que dans le fond, on l'utilise. Donc, comme gestionnaire, comme clinicien, comme médecin, on est vraiment dans cette vision-là. Donc, ça nous aide justement, on a été capable d'aller chercher la confiance organisationnelle, je dirais, la sécurité psychologique, le système de gestion alentour de cette donnée-là. Il y a une question dans le clavardage et une main levée. La question dans le clavardage s'inscrit directement dans la même lignée que ce qu'on vient d'échanger. Donc, je vais peut-être y aller avec le clavardage si Denis a encore un peu de temps. C'est une question d'Eduardo Hernandez qui dit pour Madame Julie Lavoie, étant donné que les décisions stratégiques à long terme, comme la construction de nouveaux hôpitaux ou de centres de santé, ne sont pas prises quotidiennement, de quelle manière spécifique les données opérationnelles en temps réel, avec leur immédiateté inhérente, peuvent-elles ou doivent-elles influencer la modification ou l'accélération des décisions stratégiques? Donc, au-delà de la simple validation des tendances qu'on connaît déjà, là. Monsieur Eduardo, je vous donne un exemple. Dans un établissement, présentement, je le dis avec beaucoup de gêne, j'ai un peu trop de lits en courte durée. Donc, spontanément, ma première réaction aurait été de dire, je vais m'assurer de fermer les lits de ce centre hospitalier-là. Par contre, quand je me projette dans 2 ans, je vois que je vais atteindre déjà, dans 2 ans, le niveau de lit dont j'ai besoin. Donc, la réflexion que je fais maintenant, ce n'est pas de fermer les lits. Je vais les moduler de façon temporaire, garder ces lits-là disponibles pour être capable rapidement d'agir dans ce contexte-là. Donc, pour nous, comme région, c'est pas de dire, on le sait qu'on n'aura pas de CHSLD supplémentaire, on sait qu'on n'aura pas de centre hospitalier supplémentaire dans le volet je vais dire, de l'étalement populationnel qu'on a aussi, parce qu'on n'est pas un milieu urbain, on a une grande région, mais aussi du contexte financier de notre province. Donc, on est beaucoup plus dans une optique de cette nature-là. J'ai un CHSLD dans un de mes territoires où j'avais besoin de réfléchir sur est-ce que mes lits de CHSLD sont bien répartis dans ma région? Donc, ça m'a permis, avec la projection, de venir faire cette réflexion-là et de décider d'enfermer une cohorte, donc 15 dans un RLS, et de les basculer dans un autre RLS parce que je suis capable de comparer le vieillissement populationnel de mes 2 réseaux locaux en parallèle. Donc, c'est des décisions maintenant, mais en fonction de mes données populationnelles. Donc, ça me permet de prendre des décisions à moins courte vue que si je n'avais pas cette information-là maintenant, je ne serais pas capable de prendre. J'espère répondre à votre question, M. Eduardo. On y va pour Denis Chenevert? Oui, merci beaucoup pour cette magnifique présentation. Merci à nos conférenciers et conférencières, c'est vraiment intéressant. J'ai une question. On sait que le poids démographique que vous avez soulevé à plusieurs reprises et son impact sur les besoins et la demande, on sait que ce poids démographique va être infléchi rapidement lorsque la cohorte des baby boomers va passer. Donc, comment réfléchir? Parce que, bon, on sait qu'il y a des stratégies, M. Eduardo en a déjà parlé un peu, on fait des stratégies d'investissement, par exemple, dans des infrastructures. Mais est-ce que ces stratégies sont durables, étant donné ce changement démographique qui va venir impacter le Québec assez rapidement, je dirais dans 30-40 ans, on va le voir, là, cet impact-là. Donc, comment réfléchir en sachant que finalement, cette pression démographique du vieillissement de la population va changer rapidement dans quelques années? Et donc, comment structurer stratégiquement ces décisions-là de manière à ne pas non plus se retrouver avec des décisions qui vont nous hypothéquer pour le futur? Et deuxième question, parce que je prends la possibilité que j'ai, et cette question s'adresse davantage, je pense, à Jean par rapport à, tu sais, on t'a soulevé beaucoup l'importance de la prévention, donc à tout ce qui est l'approche populationnelle,
par rapport principalement aux personnes âgées qui vont effectivement être des consommateurs de soins par la comorbidité. On sait, par exemple, que l'espérance de vie au Québec ou au Canada est à peu près le même que dans les pays scandinaves, grosso modo. Mais ils sont 8 ans plus en santé que nous. Donc, comment on va, de façon concrète, comment on va réussir à régler cette situation-là de façon concrète par rapport à la population vieillissante? Mes 2 questions, après ça, je laisse la place aux autres. Il y en aurait d'autres, mais il faut que j'arrête. Denis, c'est 2 sujets de doctorat. C'est 2 questions de doctorat. Puis on est à l'université, hein, fait que c'est normal. Ça, puis probablement 2 questions de prix Nobel. Parce que non, mais je vais faire un bout je pense un bout de réponse. Oui, c'est sûr que si on prend un horizon 0,40, c'est probablement différent de 0,20. Ou 0,45, c'est probablement différent de 0,25. Okay? Mais en même temps, j'ai présenté tantôt juste des exemples du Journal de Montréal, ça rappelle n'importe quoi. Depuis 2010, on dit à l'urgence, ça ne va pas bien parce que c'est à cause du vieillissement. Mais il y a déjà des enjeux aujourd'hui. Il y a des enjeux aujourd'hui, puis ce que j'aimais, moi, avec ce qui était fait au CIUS, aussi, je veux dire, ce qui a été fait au Saguenay-Lac-Saint-Jean, c'est la capacité de dire, OK, on a un réalisme, c'est ça qui s'en vient devant nous. Moi, je pense que c'est ça qu'on doit connaître. C'est quoi qui s'en vient concrètement devant nous? Puis c'est quoi les actions qu'on peut faire maintenant? Fait que ça, c'est intéressant. Moi, l'intérêt d'aujourd'hui, le thème, c'était ça aussi, c'est est-ce qu'on peut au moins minimalement savoir ce qui s'en vient devant nous? Donc, je sais ce qui s'en vient parfait. Est-ce qu'il y a quelques actions structurantes que je peux faire aujourd'hui? Aujourd'hui, sur la population actuelle qui a ces comorbidités-là. Donc, je dois jouer avec la clientèle qui est présente actuellement. OK, puis en même temps, quand on parle de promotion-prévention, c'est pas Jean Miro tout seul. Je regarde actuellement le virage, il faut lire le rapport Darcy en Angleterre, la réflexion en Alberta, en Ontario, puis nous, il faut mettre ça ensemble. C'est comment on vire plus vite du curatif vers promotion-prévention. Donc, ça veut dire comment on contrôle aussi la progression de la maladie chronique. Donc, ça, c'est des outils qu'il faut considérer. C'est un peu l'approche de Disease Management. C'est-tu des registres de maladies chroniques? C'est quoi le portrait de l'MPOC qu'on ne connaissait pas, qui commence à apparaître, mais ici, MPOC avec d'autres choses, comment on peut éviter que ça progresse? Le diabète qui apparaît, comment on peut éviter que ça progresse? Là, on rentre dans dépister plus précocement. Fait que ça, c'est une stratégie qu'il faut insérer parce que ça, pour moi, c'est le 20, 30, le 40. Fait que comment en même temps qu'on voit demain, les 10 ans, c'est demain, comment on peut voir 20 ans en même temps? Puis je pense que c'est le défi de tout le monde actuellement, mais moi, je lis ce qui se passe, puis c'est des défis. C'est des défis, donc c'est des défis aussi sur la capacité de tout mesurer ça simultanément. Puis pourquoi je trouve intéressant d'amener Sylvie et les gens de l'INSPQ, c'est cette idée-là de projection, puis l'idée de mesurer constamment nos impacts. OK? Est-ce qu'on aura à construire ou pas? Moi, je pense qu'il faut réfléchir à d'autres choses parce que le concret de ça, vous savez le temps que ça prend avant de prendre une décision, tu dis, OK, mais on ne peut pas juste jouer sur ce scénario-là. On peut-tu réfléchir à d'autres scénarios? De toute façon, avons-nous le choix de ne pas réfléchir à d'autres scénarios? C'est peut-être plus la question. Moi, je suis plus dans cette logique-là, en disant, il y a des choses qu'on peut faire, mais comment on les intègre dans le quotidien? C'est plus cet aspect-là. Donc, comment on change, puis j'aime bien, c'est pour ça qu'on a combiné du pratique avec plus du concept, c'est comment on change notre façon de réfléchir et que nos indicateurs changent aussi. On a parlé de pilotage populationnel. L'opérationnel d'aujourd'hui devient le transformationnel de demain. C'est quelque chose qu'on a peut-être pas réfléchi. Là. Moi, c'est comme ça que, plus que je le place là, comme réflexion, qu'essayer de penser, besoin, oui, mais la réalité, c'est peut-être ça va être non. Fait que comment à la place, on travaille à 2 niveaux. Le long terme, le court terme, c'est 0-10 ans de gens qui ont déjà des problèmes, puis comment on peut essayer de réfléchir à ceux qui n'ont pas trop de comorbidité,
Puis là, ça peut être un docteur, comme je disais, c'est déterminant, ça dépend aussi d'autres choses. Je n'embarquerai pas là-dedans, vous savez, tout ça, l'éducation, le logement, ainsi de suite, je ne rentre pas là-dedans, mais c'est évident, tout ça est fait en parallèle. C'est la logique un peu de health policy à haut niveau. Mais je suis resté dans le cadre dans lequel nous appartient un certain contrôle dans la démarche. Fait que je ne suis pas dans le concret, parce que c'est dans le plus concret que ça, Denis. Mais c'est dans la vigie populationnelle et maladie chronique, je pense qu'il faut plus s'insérer ensemble. Puis qu'on parlait d'ajouter la santé publique peut-être dans les trajectoires, je pense qu'il faut mettre plus d'intelligence dans nos travaux, intelligence dans le sens positif du terme, là, les gens qui l'ont, l'expertise, puis la connaissance, pour nous aider à combiner tendances et actions et mesures des résultats. Merci. Il y avait une question dans le chat par rapport aux projections de Lee. Juste dire que c'est pas moi qui le fais, ça vient de la chaire de recherche. Fait que je suggère d'aller lire le document qui est public, là, que j'ai mis la référence dans la présentation. Parfait. Une prochaine question. En fait, on voit que la démarche intéresse beaucoup. Quelqu'un demande quel est le potentiel qu'un projet comme celui-là puisse faire des petits ou se faire ailleurs, j'imagine, dans d'autres CCCIUS. Miro, est-ce que je vous laisse répondre à ça? Ben, c'est un peu un temps zéro aujourd'hui. Hein. C'est un peu l'intérêt qu'on voulait un peu aussi, c'est démontrer la valeur d'aller dans cette direction-là. C'est certain. La réponse est oui, il faut aller dans cette direction-là. Il y a des éléments là-dedans qui ont déjà peu fait l'objet de certaines présentations, de discussions au haut niveau, un peu avec les directeurs généraux. S'il faut se projeter vers le futur, puis si on voulait présenter l'exemple avec Julie de ce qui est fait concrètement, parce que pour montrer que ça existe aussi. Il y a un lien entre OK, ça se fait-tu ou ça se fait pas, ça c'est concret. Fait que la réponse est ça va aller dans cette direction. Je me permettrais peut-être d'ajouter là-dessus, Dr. Miro, moi, comme région, ma prochaine étape, c'est de parler de responsabilité populationnelle, mais avec des partenaires aussi. Parce que le vieillissement populationnel, ça appartient pas juste au réseau de la santé. Une approche de responsabilité populationnelle, ça se porte avec des élus, ça se porte avec des municipalités, ça se porte avec beaucoup de gens. Donc, oui, moi, je peux être présente comme réseau, mais de la prévention, de la promotion, l'approche de la gériatrie en proximité, ça se passe par cette concertation-là. Donc, comme région, l'étape où on est rendu maintenant, c'est celle-là. Donc, c'est la volonté de partager avec nos élus, avec nos municipalités, avec nos commissions scolaires, ce portrait populationnel-là, autant au niveau du vieillissement, autant au niveau de la population active, parce que la population active que je vous ai montrée pour le territoire de Dolbeau, elle ne viendra pas juste m'impacter moi comme réseau de la santé, elle va impacter l'ensemble des employeurs, l'ensemble de la communauté de Maria-Chapdelaine dans ce contexte-là. Fait que pour des élus, pour une population de proximité, bien, ça a un impact très important, l'impact de ce vieillissement-là. Donc, pour moi, il y a la mise à niveau provincial, c'est une chose, mais comme responsabilité populationnelle que moi, j'ai à agir comme réseau de la santé ou comme porteur, vraiment, on est dans l'axe beaucoup plus de, je vous dirais, du partenariat. Puis je reprends le mot responsabilité populationnelle. C'est un concept qu'on utilise un petit peu moins, mais qui est un concept de santé publique fort. Fait que pour moi, on fait vraiment partie de ce volet-là. Non, puis je compléterais, c'est super important parce que dans le fond, même dans la loi là, actuellement, dans la création de Santé Québec, l'autre le volet de gestion de proximité, c'est de ça qu'on parle. Mais aussi je pense que ce qu'on présente actuellement, puis qui pourrait être un peu plus étoffé, parce que là, c'est tout le volet partage de l'information. Partage de l'information pour qu'il y ait une transparence dans la réflexion collective. C'est les données qu'on a présentées aujourd'hui, ça peut être encore plus explicité, même éclaté, là, en mettant d'autres paramètres, et que ça doit faire partie d'une discussion avec la communauté. Comment on engage aussi la transformation dans des services de proximité, comme disait Julie, avec les partenaires, mais avec la population aussi, parce que dans le fond, c'est des données. Les gens peuvent se dire, ben, ça déborde toujours l'urgence. Les médias transportent beaucoup d'informations avec raison de ce qui se passe, mais en même temps, tout le monde a un rôle un peu collectif dans la situation court, moyen, long terme. Donc, ça doit faire partie d'informations qu'on partage, comme plein de juridictions sont disponibles. Là, ce que j'ai présenté tout à l'heure, c'est des choses que j'ai trouvées en me promenant sur différents sites. Il n'y a aucune surprise, mais ça devrait être beaucoup transparent. Ça anime les conversations
de proximité, puis la somme des proximités, là, ça devient le Québec, on s'entend, là, ça donne une lecture un peu plus globale. Merci. On va laisser la dernière question à Denis Chenevert. Je précise juste avant, en réponse aux commentaires dans le clavardage, que l'enregistrement va être disponible sur notre site Internet et la présentation également. Donc, Denis. Oui, ben, pour poursuivre cette réflexion, bon, Jean, tu sais très bien qu'il y a eu un comité mis en place pour revoir un peu la première ligne. Donc, il y a eu des gens qui se sont penchés sur cette question-là. Est-ce que, dans votre perspective, à Santé Québec, la santé publique et l'approche populationnelle pourrait être un élément dans les rôles et responsabilités qui seraient confiés à la première ligne, par exemple dans les GMF? Est-ce que ces réflexions-là sont portées par votre groupe, à savoir qui va prendre la responsabilité de mener ça à terme, cette analyse et cette santé populationnelle et donc toute la notion de santé publique? Est-ce que les GMF pourraient être un endroit qui pourrait avoir certains rôles, certaines responsabilités à cet égard-là? Bonne question, Denis. On est en rédaction de la politique. Nous, on participe avec le ministère sur la rédaction de la politique là, de la première ligne. Là. Fait qu'on fait partie des réflexions. C'est beaucoup d'éléments qu'on a partagés parce qu'on a quand même des gens qui sont impliqués dans la santé publique à Santé Québec. Ce genre d'informations-là ou de besoins-là a déjà été véhiculé. Ça fait partie des démarches, des réflexions. GMF, pas GMF. Moi, je pense qu'il y a deux choses différentes là-dedans. Il y a la capacité de mesurer ce qui s'en vient. Je pense que comme organisation, c'est des choses qu'on ne peut pas ne pas mesurer. Et comment le système, comment Santé Québec et l'ensemble des établissements doit s'adapter à cette réalité-là. Puis avec le temps, mais le partage des responsabilités, on en a parlé de proximité tout à l'heure, c'est un peu l'ensemble des acteurs. Ça fait partie d'un peu tout le monde, incluant la population. Là. C'est l'enjeu de tout le monde. Fait que là, dire c'est-tu GMF, on s'en va sur des logiques GMF, port d'entrée CLC, il y a quand même plusieurs éléments qui poussent actuellement. Je dirais, nonobstant qui le fait, c'est de le faire. Nonobstant, qui sera responsable, c'est de mesurer si ça fonctionne. Moi, je suis plus dans aujourd'hui, moi, j'étais plus dans cet aspect-là en disant, il faut savoir ce qui s'en vient. Chaque région n'aura pas la même réalité. Julie a bien montré comment il se situe Dolbeau par rapport au Québec. Donc, on ne pourrait pas dire, si je prenais la moyenne Québec, ça ne fonctionnerait pas à Dolbeau. Donc, on peut tout savoir plus ce qui se passe. Donc, je pense que ça fait partie, c'est une responsabilité d'organisation de se doter d'une capacité de le faire. Puis ensuite, comment on ajuste notre réflexion pour être capable d'avoir des actions qui deviennent structurantes pour le futur. Puis après ça, la responsabilité de les mettre en place, mais ça devient collectif, graduellement. Autant GMF, contrôle de la clientèle diabétique, MPOC, les spécialistes, et comment on arrête de réfléchir hôpital dans la trajectoire. Ça, ça veut dire le curatif. Mais là, on est un peu obligé d'être là parce qu'il y a beaucoup d'éléments qu'on n'a pas nécessairement mis en place. Puis je pense que tout le monde, c'est parce que je vois actuellement dans les réflexions que j'aborde là, que je ne suis pas tout seul, c'est tout le monde cherche la voie de passage. Puis si quelqu'un la détient autour de la table, quelle est la voie de passage? On ralentit le curatif pendant qu'on investit dans promotion-prévention. C'est quoi cette mécanique-là de transformation qu'un système doit faire? Fait que comment on l'écrit, ça? Fait que je pense que l'enjeu, même probablement de chercheurs, en accéléré, comment on écrit ça, cette transformation-là, pour être capable d'atteindre les résultats? Il est 13h01 et donc on voit que les participants filent vers leur prochaine rencontre. Denis, quel est notre prochain séminaire? De te laisser conclure. Oui, j'essaie de retrouver ça là, sur mon téléphone. Si je mettais ça. Je peux vendre le punch. Vas-y, parce que j'ai juste un écran aujourd'hui.
C'est le 5 juin et Oui, ça porte sur Vitrail, donc une initiative et un séminaire par Alexandre de Chagnon. Vitrail, c'est Vitrail AI. Donc, comment l'intelligence artificielle peut permettre de réorienter certaines demandes qui étaient originellement destinées à un maintien de famille vers d'autres types d'intervenants pour diminuer la pression sur la première ligne et augmenter l'accès. Et donc, on remercie nos conférenciers d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci pour la richesse aussi de cet échange-là et pour votre générosité. Merci beaucoup. merci beaucoup. Merci beaucoup, nos conférenciers et conférencières. Merci à tous d'avoir été présents. Et on se revoit le 5 juin. Bonne fin de journée. Au Au revoir. revoir.